Je vous le dis, je vous le répète, et si ceux qui analysent la situation le savent, on est en guerre. On est en guerre. Les gens vont revenir nous conquérir violemment. Et quand ils reviendront, ce ne sera pas pour 20 ans, hein. Ouais. Ce ne sera pas pour 40 ans. D'accord. Ils vont venir pour rester. La guerre en Ukraine, en réalité, est terminée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se négocie, c'est pas un accord de paix, c'est une capitulation. Capitulation. D'accord. Et donc, quand ils disent qu'ils se réarment pour suppléer les États-Unis en Ukraine, c'est faux. Ils se réarment pour, au moment où ils seront de nouveau plus forts, Ouais. revenir vers l'Afrique, parce que L'Afrique. c'est là où ils peuvent piocher. Ouais. Et puis aller payer leur dû à leur maître, D'accord. aux anciens maîtres, et puis aussi réinjecter pour reconstruire une économie qui a été, d'ailleurs, je pense, la première victime de la guerre en Ukraine. Les Occidentaux ont très vite compris que diviser était la meilleure façon de régner et de durer. D'accord. Chaque fois qu'ils ont eu à faire face à des volontés d'émancipation, des volontés de maturation de peuples qu'ils avaient auparavant soumis, ils ont divisé pour régner. Et nous sommes actuellement en pleine phase de cela. Ils ont été battus dans le domaine de la présence militaire sur place tout à fait. ici, mais ça ne veut pas dire que notre adversaire est statique. Ça ne veut pas dire qu'il encaisse les coups et qu'il reste immobile. Il s'adapte. C'est ça. Il se reforme. C'est une hydre. On coupe une tête, il y en a une autre qui Ah, bien pousse. sûr. Et je pense qu'il est très important de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas arrivé au près du but. On est au début d'une longue guerre. Ok. Et souvent, les gens sont impatients. Ils se disent, bon, ben ça va, les Français sont partis, Oui. les Américains sont partis, maintenant on veut du travail, on veut... Oui. Mais j'explique, ce que j'explique dans ces conférences, c'est que l'État, la réforme fondamentale qui est en train de faire, la refondation qui est en train d'être faite, Bien c'est sûr. pas quelque chose de superficiel. Oui. C'est Angela Davis disait que le radicalisme, c'est d'aller arracher les racines du mal C'est ça. et les enlever. Et c'est ce qui est en train d'être fait ici. C'est pas des opérations de cosmétiques. Oui, bien sûr. C'est en un an Ouais. que le Niger a Ouais. fait ce que Ah oui, bien sûr. d'autres États n'ont pas fait en 60 ans. Ça, c'est sûr. En un an. En un an, oui. bien sûr. En fait, quand on regarde l'histoire, c'est une suite de preuves de cette doctrine occidentale. Ok. L'Occident ne perçoit sa vision du monde qu'à travers des logiques belligérantes, de domination, D'accord. de conquête, de force, le rapport de force. Depuis toujours, ils ont divisé pour régner. Vous prenez, en ce qui nous concerne, la conférence de Berlin. Ben là, oui. Ils se rendent à Berlin en 1884, 1885, ils incroyable. prennent leur bic, leurs règles, et puis ils Les commencent traces. à se partager l'Afrique. Ouais. Il y a 14 puissances de l'époque qui Bien sont sûr. là, et ils se partagent l'Afrique. Ils ne regardent pas les espaces communautaires qui existent. Ils ne tiennent pas compte de ça. Ils partagent, ils divisent des familles, ils divisent des clans, ils divisent des communautés, ce qui a encore des conséquences Ouais, bien jusqu'à sûr, aujourd'hui, bien même sûr. dans certaines parties de l'Afrique. Tout à fait. Ça remonte à là. Ils ont divisé pour régner. Ensuite, vous le regardez pendant la colonisation, la France, par exemple, avait un espace où elle était puissance colonisatrice. Ouais. Mais elle n'a pas, L'espace francophone. oui, Voilà. mais elle a quand même divisé cet espace C'est ça. en Afrique équatoriale et en Afrique occidentale française. Et elle a créé une monnaie d'asservissement et elle l'a elle aussi divisée pour empêcher que quelqu'un qui vient de l'Afrique centrale puisse librement commercer, échanger avec son frère de l'Afrique de l'Ouest, Ouais. etc. Donc ils ont toujours dans cette logique de division. Ensuite, il y a tous les conflits qui ont été instillés, encouragés, etc. Que ce soit au Tchad, que ce soit Au Rwanda. au Rwanda. Oui, alors là, c'est dans les grandes Voilà. largeurs. Que ce soit en Même au Côte Nigeria, d'Ivoire, au avec Niger. la guerre de Abs- Biafra, pardon. Absolument. Voilà. C'est-à-dire que vous regardez, partout, ils ont encouragé soit les divisions nord-sud, soit est-ouest. Il y a toujours eu des Et en fragmentations. Côte d'Ivoire, hein, ce qu'on a vu. Ben, Ouais, voilà récemment. les exemples Voilà, plus en récents. Côte d'Ivoire. Donc l'histoire là aussi nous prouve que c'est divisé pour régner. Et depuis d'ailleurs la guerre de Yougoslavie de 1991-2001, Ouais. ils ont introduit une notion pernicieuse dont nous supportons les effets ici aujourd'hui. Ils ont introduit la notion de protection des minorités ethniques. Ouais, protection des minorités, c'est ça. Voilà. Alors eux, subitement, ils se préoccupent des minorités ethniques, ce qui est très intéressant. Sauf que après la Yougoslavie, ils en font une utilisation géopolitique. Avec cette notion qu'ils introduisent dans le droit international,
ils se donnent le droit d'intervenir militairement à leur guise, là où ils veulent pour protéger les minorités ethniques. Ils l'utilisent comme moyen de sanction, moyen de rétorsion et en plus donc comme moyen de division. Vous voyez, nous sommes les preux chevaliers, nous on vient vous protéger, c'est les autres qui sont les méchants, il faut vous battre pour avoir votre territoire, vous séparer, diviser. Et c'est la même chose qu'ils font ici en Afrique, donc le Biafra ou alors les thématiques des Peuls, des Touaregs, tout ça, ça sert à fragmenter, à diviser et à affaiblir. Aujourd'hui, on peut malheureusement, aussi bien pour les élections que pour des attaques armées contre le pays, recruter des gens pour des sommes dérisoires. Pour des sommes dérisoires qui ne vont pas leur permettre même d'aider leur famille pendant plus d'une semaine. Alors que ce qui est en train d'être fait ici, c'est quelque chose qui va permettre à la population dans sa globalité de sortir de la pauvreté, comme ça a été le cas dans les pays asiatiques dans les années 80-90, parce que des peuples unis, seuls des peuples unis sont capables de reprendre leur destin en main, de corriger ce qui a été déconstruit. Et on remarque d'ailleurs que chez eux, ils font tout le contraire. Ils s'unissent, ils font tomber les barrières. Eux savent que c'est négatif parce que chez eux, ils combattent ceux qui veulent diviser ou qui veulent se séparer. Vous voyez les thématiques des Corses, des Bretons, des Lorrains, des Basques, des Catalans. Pas plus tard qu'en 2017 et en 2019, l'Espagne a sorti des mandats d'arrêt internationaux. On était tous là contre Carles Puigdemont, le leader indépendantiste catalan. Alors, nous, ici, on encourage des gens à dire séparez-vous, il faut couper ici, il faut tracer ici. Mais chez eux, si quelqu'un parle, c'est pas possible. Chez eux, ils ont formaté quand même, ils ont ce que j'appelle le minimum républicain. Et je pense que ça, c'est un thème qui pour moi est très important. C'est-à-dire que ce qui encourage la division, mes camarades l'ont dit, c'est qu'il y a leur plan là-bas, mais c'est qu'ils ont des relais locaux dans toutes les strates de la société qui continuent d'œuvrer pour ça. Mais chez eux, je vous assure, monsieur Abdoulaye, vous prenez un milliardaire qui va avec des millions de dollars voir des leaders politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite du spectre politique chez eux, vous allez leur déposer de l'argent en disant il faut faire un coup d'État, il faut armer des jeunes pour obtenir la sécession. On va vous envoyer balader, ça ne va jamais marcher. Et il faut, c'est ce que j'appelle le minimum républicain. Ils sont pas d'accord, ils ont des désaccords, ils sont même idéologiques. Ça, on voit les débats, mais ils ne vont jamais accepter qu'un étranger vienne les instrumentaliser pour casser le pays, pour attaquer le pays, pour endeuiller le pays. Jamais. Et il faut que nous, ici, nous fassions ce changement de mentalité qui va se projeter sur plusieurs années. On ne change pas les mentalités, comme on change le chemise. On peut discuter, on peut être en désaccord, mais on ne peut pas laisser des étrangers venir nous instrumentaliser pour nous déchirer, alors que eux-mêmes sont hermétiques à cela. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ou croient, nous sommes en position de force. Nous avons les ressources. C'est nous qui avons les ressources. Et c'est nous qui devons casser les barrières que nous avons dans nos têtes pour décider que nous allons imposer nos règles. Il faut qu'on prenne conscience que chacun doit faire sa part. On n'aime pas son pays avec la bouche. On n'aime pas son pays juste derrière les claviers, l'ordinateur. Voilà. C'est pas ça. Aimer son pays, c'est d'abord prendre conscience que on doit le protéger. Chacun doit le défendre. Apprendre à dire je ne me laisse pas instrumentaliser par l'extérieur pour porter atteinte à mon pays. Il faut savoir que si vous observez notre histoire, toutes les luttes ont été sabotées par le fait que nous n'avons pas suffisamment ancré et défini les concepts pour lesquels nous nous battions. Nous sommes battus pour les indépendances dans les années 60. Et finalement contraints et forcés, ils nous ont octroyé l'indépendance, comme si l'indépendance s'octroie. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? À côté des vrais indépendantistes qui se sont battus, ils ont créé de nouveaux indépendantistes dilués, javelisés, qu'ils ont mis, et puis c'est à eux qu'ils ont donné, en fait, le pouvoir. Et puis, tout se passe chez nous par cycle de 30 ans. Il faut que chacun en soit bien clair. Après, dans les années 90, on a eu la démocratie. Les peuples, au bout de 30 ans, ont constaté que non, les indépendances, là, ça nous a rien apporté de nouveau. Il y a eu de nouveau ce soulèvement aspirationnel.
vite, on s'est dépêché, on a dit on va faire la démocratie. Alors il y a ceux qui voulaient la vraie démocratie, ce qui est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, ce que vous avez fait ici dans les assises, parce que c'est des décisions que vous avez discutées, vous êtes entendus, et puis elles ont été mises en œuvre. Voilà, c'est un dialogue, des décisions souveraines. On dit le peuple souverain. Donc vous avez fait, les gens avaient espéraient la démocratie, donc le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné à la place? Le multipartisme. Et comme Abdel l'a dit en entame, bon, ils avaient leurs gens au pouvoir et leurs gens dans l'opposition. Et puis rien ne bouge. Même quand il y a une alternance, c'est le système qui continue. Et 30 ans plus tard, 2020, qu'est-ce qu'on a maintenant? Nous, on se rend compte que ni leur multipartisme, ni leur pseudo-démocratie, ni les indépendances bon marché qu'ils nous ont données ne fonctionnent. Alors aujourd'hui, on dit le souverainisme. Mais si on fait l'erreur de ne pas ancrer, de ne pas lui donner un contenu, de ne pas le définir, de ne pas le propager à tous les niveaux, de faire que chacun sache mon pays d'abord. Mon pays d'abord. Après, le reste. Ce qu'on va faire là, dans 30 ans, il y aura de nouveau des gens. Nous, on sera peut-être à la retraite quelque part. Et il y aura des gens qui seront sur un nouveau plateau. Et qui vont une énième fois reprendre ce flambeau. Et on va pas avancer. Quand on regarde la situation, on se dit, ceux d'en face, ils ont plus d'argent que nous. Ils ont des armes plus perfectionnées que nous. Ça peut être vrai. Hein. Même si on avait le temps, je débattrais. Parce que nous avons les ressources. Eux, ils ont l'argent. L'argent, c'est du papier. Tu imprimes. Mais nous, on a les ressources et costauds. Et donc, si on prend conscience qu'on est en position de force, on peut l'utiliser comme levier. On va dire, ils ont les armes, d'accord. Peut-être qu'on a un retard à rattraper là. Mais même là, dans cet espace sahélien, on a des cultures de forgerons, de faire ceci. Mais, ce qu'ils n'ont pas plus que nous là, c'est la résilience. Et c'est l'intelligence. Ce qui se passe là maintenant, c'est une guerre d'intelligence.